Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous être déplacés pour nous rejoindre et particulièrement aujourd'hui au lendemain du centenaire d'un événement si important qui a été l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous remercions également le restaurant qui nous accueille et nous vous invitons en retour à ne pas hésiter à consommer pour les encourager à continuer de nous prêter cette salle. Cette conférence étant gratuite, vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don à notre association. Nous proposerons également à la suite de cet événement une collection de livres édités par Perspective Livre, ainsi que les livres de notre invité. Ce soir, en votre compagnie, nous allons commémorer la victoire qui mit fin à la Grande Guerre de manière un peu plus digne que ce qui a été fait par nos représentants. Mais nous laisserons notre invité revenir là-dessus. Sans plus tarder, je vous le présente, il s'agit de Sylvain Ferreira, historien spécialiste des questions militaires et de l'évolution des techniques de guerre de 1850 à la Seconde Guerre mondiale. Explorateur d'idées inlassables, puisque passionné du sujet depuis sa jeunesse, M. Ferreira nous invite à redécouvrir ces passages de notre histoire sous un nouveau jour, menant à la vie dure aux idées reçues encore nombreuses à notre époque. Ce soir, il nous partagera ses travaux et nous montrera que la commémoration nationale à laquelle nous avons assisté n'est pas celle que nous aurions dû organiser. Enfin, il déconstruira le mythe de l'armée allemande invincible. Je lui laisse à présent la parole. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour m'entendre ce soir pour ce qui sera, en ce qui me concerne, ma dernière conférence sur le thème de la Grande Guerre. Donc on va parler de deux sujets. Dans un premier temps, on va évoquer donc, un bilan du centenaire. Je ne vais pas dire le bilan parce qu'il serait trop long de le développer en une demi-heure. Et puis ensuite, donc, pendant une autre demi-heure, on va évoquer un mythe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, surtout ces 4 dernières années, à savoir l'invincibilité de l'armée allemande, mythe qui perdure sur la Seconde Guerre mondiale et qui commence même en ce qui me concerne sur la guerre de 1870. Alors en ce qui concerne le bilan du centenaire, je vais décliner mon propos sur 3 points. D'abord la vision officielle, celle qui a été proposée par, on va dire, l'État. Ensuite un volet culturel, la façon dont les médias, les éditeurs, la presse a essayé de suivre ce centenaire et d'être à la hauteur. Et puis enfin, parce que je pense que c'est ça le plus important à l'issue de ce que nous avons vécu et encore la semaine dernière et hier, c'est le bilan que j'ai qualifié de populaire. Qu'est-ce que le peuple français a fait de ce centenaire? Et bien sûr, ça nous permettra de le mettre en comparaison avec ce qu'a fait ou ce n'a pas fait l'État. Voilà. Alors pour la partie officielle, ça a été une longue descente aux enfers au départ. Elle a commencé donc en 2014 par le lancement en présence de François Hollande au début du mois d'août pour la date anniversaire du début du conflit, qui avait déjà réuni, hier c'était l'écho de cette première, qui avait déjà réuni un très très grand nombre de chefs d'État autour de lui pour lancer officiellement les commémorations. On était au mois d'août, ça n'a pas eu beaucoup d'écho au niveau populaire, et puis même au niveau médiatique, parce qu'on était début août, la France entière étant en vacances, ça n'a pas été très loin. Ensuite, le président de la République, François Hollande, a marqué le 11 novembre 2014 par quelque chose qui avait un peu plus de résonance au niveau des médias. La télévision était derrière pour le retransmettre. C'était, pour vous qui êtes du Nord, l'inauguration à Notre-Dame-de-Lorette de l'anneau de mémoire qui commémore les environ 600 000 combattants de toute nationalité qui sont tombés pendant la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était solennel, il n'y a pas eu de dérapage. Malheureusement, ce qu'on constate dès le départ avec cette commémoration-là, c'est qu'à chaque fois, et ça va se répéter tout au long du centenaire jusqu'à hier, on a comme une espèce d'obligation chez le chef de l'État de tenir un discours qui dépasse le cadre de la mémoire des événements et qui commence à entrer dans la politique pour nous rappeler les poncifs habituels, l'Europe c'est la paix, la réconciliation avec les ennemis d'hier, et en particulier bien évidemment avec nos amis d'Outre-Rhin. Et dès cette commémoration, on a commencé à avoir droit à ce discours qui ne s'est pas arrêté tout au long des 4 années.
Ensuite, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il y a eu quelque chose qui est absolument inouï, c'est l'année 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, l'État et le président de la République ou le Premier ministre n'ont participé à aucune commémoration officielle. Aucune. C'est-à-dire que les offensives menées par les armées françaises en Artois ou en Champagne, ou les combats périphériques sur d'autres secteurs du front, vauquois, etc., rien, absolument rien. L'État était complètement absent. L'année 2015 est un vide au niveau de la représentation au plus haut sommet de l'État en termes de commémoration officielle. C'est assez frappant parce que on pourrait quand même considérer que même si les offensives d'Artois ou de Champagne n'ont pas été bien évidemment couronnées du succès qu'on espérait à l'époque, vu le nombre de morts que cela représente, il aurait été quand même normal que le président de la République ou le Premier ministre se rendent sur les lieux, parce que bien évidemment il y a quand même eu des commémorations, mais qui sont restées au niveau d'un secrétaire d'État aux anciens combattants, d'un préfet, de détachement bien évidemment de nos forces armées, mais rien de plus. Et c'est d'autant plus surprenant que même si l'information est arrivée entre les mains des historiens au début de cette année, contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, vraisemblablement ce n'est pas la journée du 22 août 1914 qui a été la plus meurtrière pour l'armée française, mais c'est la journée du 25 septembre 1915 au moment où se déclenchent les opérations combinées en Champagne et en Artois. D'après les historiens qui travaillent sur le site Mémoire des Hommes, par rapport aux entrées morts pour la France, ils ont fait une séquence par date, vraisemblablement, alors ça se joue à quelques centaines d'individus, hein, ce n'est pas des milliers de différences, mais la journée la plus tragique de l'histoire de l'armée française serait désormais acquis comme étant le 25 septembre 1915. Alors, après un tel désaveu vis-à-vis de la mémoire de nos anciens, on pensait qu'il y aurait une amélioration, on pensait qu'on aurait quelque chose de mieux parce que, bien évidemment, 2016 allait marquer le centenaire de Verdun. Et là, on est tombé beaucoup plus bas que l'absence, puisque, parce que bon, l'absence c'est une insulte, mais là on a été à mon avis beaucoup plus loin que l'absence, c'est qu'il y a eu cette dramatique opération d'abord de planification d'un concert de Black M, hein, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si je dois dire chanteur ou proto-artiste, enfin je ne sais pas, qui voilà, probablement un génie oublié et méconnu, qui devait se produire, alors non pas heureusement à Douaumont même, hein, ou sur les lieux de mémoire de la bataille, mais qui devait se produire dans la ville de Verdun le soir du 28-29 mai. On a obtenu, par une réaction citoyenne forte auprès des élus locaux, et puis qui est ensuite, je l'imagine, remonté jusqu'à l'Élysée, que tout cela n'ait pas lieu. Mais la surprise était de taille le 29 mai, quand on a vu cette... alors il paraît que c'est une chorégraphie, je ne sais pas ce qu'aurait pensé Maurice Béjart, de ces enfants au milieu de ce cimetière où il y a plus de 15 000 des nôtres qui reposent, devant cet ossuaire où il y a plus de 120 000 cadavres mélangés de Français et d'Allemands, ces enfants qui ont été lâchés au milieu des tombes et qui se sont mis à courir, sans qu'on puisse imaginer ni même l'intérêt, ni même le message, etc. Ce qui est même d'ailleurs d'autant plus grave, parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser de près par rapport à des contacts à la mission centenaire, c'est qu'en plus de ça, les pauvres gamins étaient parqués loin des officiels jusqu'à ce qu'on leur demande de faire ça, ont été accueillis, nourris dans des conditions qui sont à la limite de la décence pour des adolescents qu'on avait demandé, requis sur le site, alors que le même jour, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette commémoration, mais ça c'était à Douaumont sur la nécropole nationale, mais quelques instants, quelques heures je crois avant, s'est déroulée une cérémonie dans un cimetière allemand, en présence de François Hollande et de la chancelière Merkel, où là la solennité était présente. Il n'y avait pas un problème
d'artistes malvenus, d'enfants qui courent au milieu des croix noires. Tout s'était déroulé dans un cadre strict, sobre et sans aucune difficulté. C'est d'autant plus problématique d'imaginer comment ont été traités les nôtres par rapport à la façon dont on a organisé légitimement pour les soldats allemands l'hommage qu'on pouvait leur rendre. On pourrait croire qu'on en avait fini. Eh bien non, parce qu'au moment où tout ça se passait, un autre scandale était déjà en train de se jouer à l'Assemblée nationale cette fois-ci, où les députés de la Somme, pour certains d'entre eux d'ailleurs appartenant à la majorité socialiste de l'époque, avaient appris que pour le 1er juillet donc, 2016, date à laquelle allait être commémoré le centenaire du début de la bataille de la Somme, le président de la République avait décidé de rester à l'Élysée et de laisser les Britanniques gérer seuls la commémoration. La Somme, c'est 220 000 en fonction des estimations pertes françaises, dont à peu près 45 000 tués. Et le chef de l'État, comme le Premier ministre à l'époque avec lui, avait prévu de rester en dehors des commémorations organisées par les Britanniques et les représentants du Commonwealth. Il a fallu l'intervention des élus locaux, y compris donc des députés, pour que finalement François Hollande se rende le 1er juillet 2016 dans la Somme. Où d'ailleurs on peut là encore se permettre une comparaison sur la façon dont s'est tenue cette commémoration à Thiepval. C'était absolument impeccable. Hein, les Britanniques avaient fait quelque chose vraiment de magnifique, hein, un hommage d'une sobriété et d'une beauté vraiment tout à fait à la hauteur des pertes colossales encaissées par l'armée britannique ce jour-là et puis même tout au long du reste des opérations. Par contre, il restait un autre problème parce que ce jour-là, moi, je voulais rendre hommage à un des miens, bonsoir, à mon arrière-grand-père maternel, et donc je me suis rendu dans la Somme pour voir ce qui se passait. Je ne voulais pas assister à la commémoration britannique, mais je voulais voir ce qui se passait dans le secteur français, là où nos anciens avaient combattu à cette occasion. Eh bien, les cimetières, pour certains, n'étaient pas encore fleuris. Il n'y avait que celui de Rancourt, qui est le plus grand cimetière français du secteur, où la veille, le préfet et le secrétaire d'État aux anciens combattants étaient venus déposer une gerbe. C'était la seule commémoration officielle pour le 1er juillet 2016 à l'égard des combattants français pendant la bataille de la Somme. Encore une faute supplémentaire de l'État. Alors à partir de là, on pouvait considérer que tout allait être possible pour les années suivantes, hein, pour 2017 comme pour 2018. Alors Dieu merci, je pense qu'il y a eu une espèce de réaction qui remontait tellement forte à cause de Verdun qu'en 2017, pour le centenaire du chemin des dames, on a évité le pire. Ça a été très neutre, même si François Hollande était là avec encore ce discours politique, hein, l'Europe c'est la paix, etc. Je ne vous le refais pas, vous le connaissez par cœur. Mais néanmoins, ça n'a pas fait l'objet de polémiques. Et la cérémonie en tant que telle s'est déroulée de manière sobre et à la hauteur des pertes de l'armée française au cours de ce qui était pour 1917, à l'époque, la plus grande opération montée par l'armée française pendant la Grande Guerre. Mais, bien évidemment, avec de telles personnalités à la tête de l'État, on était passé donc par un moment neutre. Le 31 juillet 2017, alors ça va peut-être vous choquer que j'évoque cette date, c'est le début de la 3e bataille d'Ypres, celle qui rentre dans l'histoire britannique sous le nom de bataille de Passchendaele, qui est encore pour l'armée britannique une opération catastrophe en termes de pertes humaines. Simplement, la France, là encore, en 1917, a engagé une partie de ses forces à côté des Britanniques, hein, certes modestement, mais nos soldats ont participé à cette bataille. J'ai eu là encore l'occasion, et je devrais dire le privilège de pouvoir assister à la cérémonie britannique, qui s'est là encore déroulée alors en présence du roi des Belges, bien évidemment, qui s'est déroulée, c'était encore comme la Somme, hein, c'était sobre, c'était avec
les forces militaires britanniques qui étaient présentes. Et pour la France, il n'y avait que l'ambassadrice de France à Bruxelles qui était présente. Je rappelle néanmoins que dans cette bataille, nous avons perdu une figure légendaire de l'armée de l'air française, le 11 septembre 1917, pas loin de là où s'est déroulée d'ailleurs la commémoration. C'est là que Guynemer a été abattu. Il y avait quand même peut-être quelque chose de plus à faire pour une des figures les plus importantes, vraiment légendaires de l'armée de l'air française, que de dépêcher uniquement l'ambassadeur noyé au milieu des représentants du Commonwealth qui étaient là encore très nombreux autour du prince de Galles. 2017, on change ensuite donc de... Enfin là, on avait déjà changé de président de la République. On pourrait dire que peut-être qu'Emmanuel Macron, venant d'arriver au pouvoir, il n'avait pas encore géré tout ça. Là où il m'a surpris par rapport à mes origines lusitaniennes, c'est que le 9 avril de cette année, il était présent avec le président de la République portugaise dans la vallée de la Lys pour honorer la mémoire des combattants portugais, du corps expéditionnaire portugais qui se battait sur le front occidental. Je me suis dit, ah bah tiens, s'il prend soin d'un petit allié, d'un modeste allié de la France, peut-être qu'il est sur la bonne voie pour le reste de l'année 2018. Grossière erreur, puisque le 8 août dernier, on a frôlé un incident diplomatique majeur. Le 8 août, c'est alors dans la légende, c'est le jour de deuil de l'armée allemande. C'est le jour où les forces franco-britanniques ont vraiment lancé la grande marche en avant vers les frontières pour libérer le territoire national. Et bien évidemment, je viens de le dire, les armées franco-britanniques. Donc, partant d'Amiens, bien évidemment, c'était le point central de l'offensive. Donc, bien évidemment, une fois encore, là, c'était le prince Harry et son frère qui étaient présents, Theresa May. Et là, ni Emmanuel Macron, natif d'Amiens, ni Édouard Philippe, Premier ministre. Personne. Alors, j'ai quelques amis qui sont de l'autre côté de la Manche. Au départ, ils pensaient qu'ils étaient souffrants, mais sincèrement. Ils se sont dit, mais ils sont tombés malades, enfin, il y a quelque chose. Il a fallu leur expliquer avec beaucoup de difficultés que non, ils étaient simplement en vacances et qu'ils n'avaient pas daigné dépêcher quelqu'un d'autre que la ministre des Armées, Madame Parly, pour représenter la France. Où là encore, dans cette offensive, l'armée française a participé au même niveau que l'armée britannique et a subi des pertes importantes. Et encore une fois, la mémoire de nos anciens a été complètement laissée de côté par l'État. Là encore, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini, ça va être le dernier problème qu'on a à traiter. Et puis est venue la semaine dernière, la semaine du 5 au 9, et puis même hier, où là, à part, enfin, le terme que j'ai retenu, c'est qu'on a eu de la bouillie. Voilà, on a eu de la bouillie. On a eu un président de la République qui était à moitié, je ne sais pas, en campagne de reconquête électorale, je ne sais pas, avant les européennes, je ne sais pas très bien. Ou bien évidemment, la façon dont il s'est adressé à chacune de ces étapes, à la fois au peuple français à travers des discours officiels, mais aussi à travers les gens qu'il a voulu rencontrer. On ne savait plus très bien si c'était encore en lien avec 14-18, puisque tout au départ a fait polémique au niveau de problèmes socio-économiques actuels. C'est ça qui remontait dans les médias, jusqu'à la phrase, bien évidemment, sur Pétain, où là, on a complètement quitté le champ du souvenir et de la reconnaissance de la nation à l'égard des anciens pour plonger dans une polémique où tout le monde s'est vautré, en oubliant à mes yeux les préceptes qu'avait érigés une bonne fois pour toutes le général de Gaulle il y a 50 ans, et où il n'était pas question ni nécessaire de venir à nouveau refouiller ça par l'exécutif. Que les historiens travaillent autour de la figure de Pétain, bien évidemment, on va pas leur dire d'arrêter, mais que l'État, à travers le chef de l'État, se mette à nouveau parler de cette problématique, alors là, c'était vraiment la dernière chose à faire. Bien évidemment, je pense que Emmanuel Macron avait d'autres arrière-pensées quand il a prononcé cette petite phrase. Alors, avant cette semaine-là, je
je reviens un tout petit peu en arrière, bien évidemment, il y avait toute la problématique de la célébration d'hier et l'absence qu'on avait signifiée aux armées françaises de ne pas défiler ou de ne pas organiser une parade digne de celle éventuellement du 14 juillet 1919, au motif qu'il ne faudrait pas froisser l'Allemagne. Bon. Alors là, c'était, je pense, plus encore que le problème de la polémique Pétain, dont l'actualité, pour moi, est limitée aux travaux historiques, mais là, le problème avec l'Allemagne, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus actuel, au moment où on entend des discussions, enfin, que des discussions s'opèrent au niveau de notre siège aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, au niveau de notre dissuasion nucléaire, pour partager les responsabilités. Enfin, vraiment, on est passé de l'exercice mémoriel et de la commémoration à quelque chose qui est complètement politique. Comme si au même moment, à Londres, hier, alors que le président de la République fédérale allemande était présent aux côtés du prince de Galles, comme si les Britanniques s'étaient posé cette question de savoir s'ils allaient froisser ou non le président allemand par la présence de deux détachements, un des Royal Marines et un autre de la Royal Navy. Enfin, les Britanniques ont fait les choses correctement, ils n'ont pas insulté l'Allemagne en amenant leurs forces armées à participer à la commémoration. Enfin, c'est complètement fou, c'est une vision qui vraiment dépasse l'entendement. Et en plus de ça, tout au long de ce que je viens de rappeler, il y a quelque chose qui, moi, m'a énormément surpris, parce que j'ai eu la chance de participer au 70e anniversaire de l'armistice dans la clairière de Rotonde en présence de François Mitterrand, c'est la mise à distance du public, et donc du peuple français. Moi, j'avais 17 ans, j'ai vu François Mitterrand comme s'il était au bout de cette salle. Il y avait de la sécurité, bien évidemment, il y avait des cordons de garde mobile, de gendarmes mobiles, bien évidemment, mais on n'était pas refoulé à des centaines de mètres dans des chapiteaux pour suivre les événements sur un écran géant. Or, toutes ces commémorations, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, elles ont mis le public, et donc le peuple français, puisque majoritairement c'était à lui qu'elles s'adressaient, de plus en plus loin des officiels, de plus en plus loin, et encore hier on l'a vu place de l'Étoile, enfin je veux dire, à part les invités, les gens étaient extrêmement loin. Hein, et on ne va pas me faire croire que c'est à cause des 3 Femen qu'on était obligé de prendre de telles mesures. C'est-à-dire que là, l'État a commis de nombreuses fautes que nous venons de rappeler, mais en plus, il a repoussé ceux qui sont tous les héritiers des combattants de 14-18 loin de tout ça. Donc c'est une faute à mes yeux supplémentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie officielle. Alors sur le volet culturel, malheureusement, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer, l'ensemble de ce qui a été fait par la télévision, par la radio et puis par les éditeurs est resté, dans de nombreux cas, très intéressant parce que touchant à des aspects de la Grande Guerre qui étaient méconnus du grand public, rappelant tel ou tel aspect de la vie des combattants ou ce genre de choses, mais on n'a pas vu émerger un renouveau de l'histoire bataille. C'est-à-dire qu'on est resté dans des choses qui sont en périphérie du combat. Alors ça pose un gros problème, parce que quand on parle de l'histoire de la guerre, je veux bien qu'effectivement il soit nécessaire de parler de la façon dont on va soigner les blessés, la façon dont on a mobilisé des millions d'animaux, chevaux, etc. pour amener sur le champ de bataille les munitions, c'est très intéressant. Mais en France, ça s'est limité à ces aspects-là. On a eu très peu de mise en valeur et d'intérêt de la part de l'ensemble des supports culturels sur l'histoire bataille. On l'a encore une fois laissé de côté comme si c'était quelque chose de tabou, comme si en évoquant les succès, les sacrifices, notamment de l'armée française, on allait faire renaître un nationalisme qui est bien évidemment synonyme de guerre
de sentiments les plus belliqueux et d'ostracisme à l'égard de nos voisins, hein, on est resté avec les sujets que moi je qualifie de périphériques, pas d'inintéressants, mais de périphériques. Alors, néanmoins, on a eu des choses, parfois des fois au quotidien. Quand on prend par exemple France 3, au niveau des Hauts-de-France, quasiment tous les jours, on avait 5 minutes qui rappelaient tel épisode dans la région de la Grande Guerre. Bon, c'était effectivement très intéressant, mais toujours sous un angle, avec un vocabulaire qui est insupportable. Les soldats sont des victimes. Ça, c'est le grand gros mot de ce centenaire, c'est que tous les soldats ont été victimes de la Grande Guerre. Hein, on ne sait pas comment ni pourquoi. D'ailleurs, s'il y a victimes, c'est-à-dire que quelqu'un les a tués, alors comment les qualifier? Alors si les nôtres sont les victimes, ça veut dire que les assassins sont les Allemands. Enfin, il faudrait pousser la rhétorique jusqu'au bout. Je pense que ça surprendrait le chef de l'État dans ses réflexions à l'égard de l'Allemagne. On a eu donc la même chose au niveau des productions cinématographiques. Tous les films français qui sont sortis ont pareil traité de l'autour, de la périphérie de la guerre, mais pas des combats. Vous n'avez pas eu une série type Band of Brothers pour suivre une unité combattante française dans la Grande Guerre, où on voit comment c'est effectivement le boire et manger, mais aussi le tuer et mourir. Ça, on n'a pas vu. On a eu en août 2014 une petite série sur l'adaptation du roman de Genevois, Ceux de 14, mais c'est tout. Et les moyens qui avaient été mis à disposition étaient très modestes. J'ai pu le comparer avec ceux de la BBC qui avaient fait une série qui s'appelait Our World War, où là on avait quand même quelque chose de plus important et qui mettait en valeur des aspects des fois compliqués, puisque c'était la première fois que les Britanniques parlaient des fusillés pour l'exemple dans leur armée, avec un épisode sur la Somme. Mais de l'autre côté, le premier épisode, c'était sur la première Victoria Cross à Mons, où on voyait des actes de guerre, de courage, d'abnégation menés par le combattant lambda pris au milieu des feux de la bataille. Et d'ailleurs, le Commonwealth a embrayé, hein. Il y a eu une très bonne série sur Gallipoli, il y a eu un docu-fiction qui est passé la semaine dernière sur la campagne des 100 jours, mais en France, tout ça, on n'y a pas eu droit. Et encore moins là avec 2018, on aurait pu penser que sur la dernière année, on allait peut-être mettre un coup de collier. Rien. Ça s'est donc reflété aussi dans les publications. Vous avez l'éditeur Pierre de Taillac qui a fait plein de livres sur plein d'aspects ignorés ou plein d'aspects périphériques de la Grande Guerre. Mais pareil, les batailles, les combats, vus en plus sous un angle de l'art de la guerre, des responsabilités, en essayant d'être un peu novateur. Rien. Je ne vous ai pas énuméré ce qui s'est passé au niveau britannique ou même américain. C'est un rapport de 1 pour 1000. Les publications en Grande-Bretagne sur la Grande Guerre ont fait un boom depuis le début de l'année 2014. Donc nous ici, on a heureusement le colonel Rémy Porte et puis François Cochet qui à 4 mains nous ont proposé une très bonne histoire de l'armée française. On a eu notre ami Michel Goya qui a sorti le livre Les Vainqueurs, que je vous recommande tous en faisant un peu ma publicité en complément de mon livre sur l'inévitable défaite allemande. Je parle de début de 1918, il parle de l'autre moitié, ça s'enchaîne très bien. J'ai noté, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire les recensions, un autre auteur qui vient de l'Est de la France, qui est un des rares, c'est Patrick Charles Renaud. Vous le trouverez sur Facebook. Il a fait deux très bons livres, justement, parmi les rares livres sur l'histoire bataille. Un qui s'appelle La guerre à coups d'homme, qui est paru en 2014, où il parle de la bataille du Grand Couronné de Nancy. Et puis un autre cette année qui s'appelle La dernière division, sur un des épisodes de l'attaque allemande de la fin mai 1918, sur une division française qui s'est sacrifiée autour de Soissons. Où là, on est vraiment au cœur des combats, où on suit des gens extraordinaires. Hein, j'ai découvert que dans cette division, il y avait un type qui était assez célèbre, qui est tombé au combat, mort pour la France. C'était le fils de Jean Jaurès, qui était lieutenant dans cette division et qui est mort à la tête de ses hommes à la fin mai 1918.
Alors après, vous avez eu des moyens de détourner, enfin de contourner, pardon, ça, c'est le web, hein, c'est que des gens ont ouvert des blogs, ont ouvert des sites pour essayer de faire vivre cette histoire bataille. Moi, j'en ai noté un parmi d'autres, parce que c'est celui qui a duré le plus longtemps entre 2015 et 2018, c'est Acier et tranchées, hein, de Jean-Philippe Renaud. Je vous recommande d'aller le voir, parce qu'il a vraiment fait un travail remarquable sur cette thématique-là, et ça comble les vides du monde éditorial dont on vient de parler. Alors au milieu de tout ça, on va parler maintenant du dernier aspect, l'aspect populaire, et où là c'est la très bonne surprise de ce centenaire. C'est-à-dire que malgré un État qui n'a absolument pas été à la hauteur, voire même insultant dans certains de ses comportements à l'égard de nos anciens, un monde médiatique et culturel qui a été très timide, eh bien le peuple français finalement s'est approprié son centenaire. C'est ça qui est le plus remarquable. Moi j'ai eu la chance, le privilège de travailler pendant 3 ans avec le musée de la Grande Guerre de Meaux, puisque je suis originaire de Meaux. J'ai dirigé le MAC du musée, et j'ai pu voir sur le territoire autour de Meaux, mais au cours de mes pérégrinations un peu partout sur les champs de bataille, une multitude d'initiatives associatives ou individuelles pour faire vivre la mémoire des anciens, soit sur le territoire et en rapport avec ce territoire, soit de manière plus générale. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'associations de reconstituteurs qui sont composées de gens plutôt jeunes, hein, c'est pas des gens de mon âge, hein, c'est plutôt des gens entre 20 et 35 ans qui s'engagent dans ces associations-là et qui ont fait un boulot mais remarquable pour faire vivre la vie des poilus de l'époque au public, pour leur montrer les tenues, les armements, les équipements, la lourdeur d'un sac à dos, avec des fusils mitrailleurs Chauchat pour vous en faire tenir un en main pour voir ce que c'était que de tirer avec quelque chose comme ça. Enfin, on a eu je ne vais pas dire une réappropriation, mais une appropriation par les Français du souvenir et de la mémoire de la Grande Guerre, qui ne s'est pas contenté de rester dans un cercle familial et privé, mais qui a complètement débordé dans le cadre associatif. Et la journée d'hier est très intéressante parce qu'elle contraste avec ce qui s'est passé place de l'Étoile. On a eu dans tous les villages de France des manifestations au Monument aux Morts où justement on a retrouvé tous ces éléments-là rassemblés autour des morts de chaque village, de chaque ville, pour honorer les morts pour la France. Et j'ai vu, hein, grâce à Facebook hein, notamment, des images, mais vraiment de partout, et y compris dans des territoires qui n'ont pas été touchés dans le sud de la France, où les gens ont eu des reconstituteurs, ont monté des opérations avec les enfants des écoles, etc. Enfin vraiment, ça a été extrêmement vivant, extrêmement chaleureux, et ça a vraiment eu un succès à la hauteur des engagements, parce qu'ils sont bénévoles, hein, tous ces gens qui ont fait ça. Ils ont été pour certains, dans de très rares cas, soutenus par la mission Centenaire, mais la majorité d'entre eux ont fait ça eux-mêmes. Et donc je pense que par rapport au matraquage commis par l'État et au matraquage commis par les médias pour pas qu'on regarde forcément le sacrifice de nos anciens comme on voudrait le voir, eh bien le peuple français a fait preuve d'une réaction très saine en disant non, non, mais nous on va le faire comme on le sent par rapport à ce que ça représente pour nous. Et ça, je pense que, après l'échec étatique et culturel, ou en tout cas partiellement l'échec culturel, l'aspect populaire, le volet populaire, a vraiment été à la hauteur. Et le dernier point, parce que j'ai été avec Régis de Castelnau, on avait beaucoup discuté de ça il y a 2 ans, justement, suite à la polémique à Verdun. On avait imaginé faire un défilé d'un régiment immortel le 11 novembre à Paris, sur le modèle de celui qui est fait en Russie, à Moscou, et même dans d'autres grandes villes russes à l'occasion du 9 mai, pour l'anniversaire pour eux de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas pu l'organiser parce que bien évidemment c'était quelque chose qui n'était pas dans les clous des commémorations officielles. Mais par contre hier j'ai vu surgir sur Facebook ce régiment immortel. Sur toutes les pages consacrées à 14-18 et sur tous les profils Facebook individuels,
depuis samedi jusqu'à hier soir, chacun mettait là ou les photos de ses anciens, survivants ou pas de la Grande Guerre, avec des fois des témoignages supplémentaires, des lettres, les fiches matricules, les photos des médailles, etc. Et ça a vraiment eu un effet viral tout au long du week-end qui prouve que les Français se sont vraiment appropriés ce centenaire. Et je pense que c'est ça qui est le plus remarquable et dont on peut être le plus satisfait et qui est porteur d'espoir quant à la réalité vraiment pour les gens simples, enfin les gens du quotidien comme on dit, par rapport à l'État ou par rapport à ceux qui tiennent les médias. Voilà, ça ce sera mon propos sur le centenaire. Alors maintenant on va parler de l'invincibilité, enfin du mythe de l'invincibilité de l'armée allemande. Alors je vais bien évidemment centrer mon propos sur la Grande Guerre, mais je ne pourrais pas être complet si je ne parle pas de ce qu'il y a un petit peu avant et puis de ce qu'il y a un petit peu après. Quand la Grande Guerre éclate, vous avez, je pense, tous entendu parler de l'exécution du plan Schlieffen qui devait permettre à l'armée allemande de vaincre l'armée française en 6 semaines pour ensuite pouvoir se retourner contre la Russie tsariste et l'écraser à son tour. Ce plan, on en a déjà aujourd'hui, on est certain d'une chose, c'est qu'en tant que plan sur un livre ou sur un support papier, il n'existe pas. Hein. C'est déjà une première partie du mythe. Il n'y a pas un plan fixe dans un carton qui dit voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, il s'agit de l'accumulation de réflexions et de bilans d'exercices sur le terrain et de Kriegspiel, de jeux de stratégie menés par les Allemands, qui aboutissent à la formulation raccourcie de l'idée d'un plan Schlieffen. Ce plan, c'est un véritable, ce projet, c'est un véritable coup de dé. C'est-à-dire que quand on l'étudie et quand on étudie ensuite les amendements qui lui ont été apportés par Moltke le Jeune de 1905 à 1914, on est sur quelque chose qui relève du coup de dé. C'est-à-dire que les Allemands, enfin le grand état-major, sait qu'il va jouer la campagne contre la France sur une seule possibilité. Une seule. C'est très maigre comme parti pris. Généralement, on essaye d'avoir quand même des options, etc. Là, le sentiment de supériorité du grand état-major allemand sur l'ensemble des autres états-majors européens, et en particulier l'état-major français, est tel, il est hérité bien évidemment de la victoire de 1871, que pour eux, il n'y a pas besoin de se poser, de chercher d'autres options. Et puis en plus de ça, ils savent que si ce coup de dé, ils n'arrivent pas à le faire, ils ne pourront pas faire le reste, à savoir abattre la Russie tsariste. Ils en ont conscience. Alors on pourrait se dire, puisque c'était le propos qu'avait Schlieffen avant de remettre son bâton de chef d'État, enfin du grand état-major allemand, il préconisait que pour l'exécuter, il fallait des gens du calibre des chefs comme Frédéric II, comme Napoléon Ier ou comme Hannibal. Donc on se dit que là, attention, le plan c'est une option, mais en plus ceux qui vont devoir l'exécuter, il faut qu'ils soient dans la lignée de 3 des plus grands chefs militaires de l'histoire. Alors on se dit, bon, qui va être choisi pour mener tout ça? Et là, ça a été pour moi la rencontre avec une réalité que je ne pouvais même pas soupçonner. C'est que Moltke le Jeune, qui prend la suite de Schlieffen, qui amende un peu le plan. Alors, il y a des débats sur est-ce que les amendements qu'il a apportés valaient le coup, ne valaient pas le coup. Je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Si vous voulez lire mon livre, je vous invite bien évidemment à le faire pour avoir tous ces éléments supplémentaires. Simplement, quand la guerre va éclater en 1914, enfin juste avant qu'elle éclate, Moltke le Jeune, j'ai découvert que
c'était un homme qui était extrêmement fragile au niveau des nerfs, qu'il était loin d'être dans la meilleure forme physique. Et pour preuve, à partir de l'attentat de Sarajevo, fin juin 1914, il se retrouve en cure pendant 3 semaines, c'est-à-dire que pendant toute la crise diplomatique du mois de juillet, il n'est pas au grand état-major à gérer les éventualités de l'entrée en guerre avec tel allié contre l'Autriche, contre la Russie seule ou contre la France, etc. Il est en cure. Bon. Et il ne revient que dans la dernière semaine du mois de juillet. Et d'après les témoignages qu'on a de son entourage, il n'est pas dans la meilleure forme pour autant. Il n'est pas rétabli au niveau où on aurait pu l'espérer et l'attendre. Surtout s'il doit suivre les traces, je le rappelle, d'un Frédéric II, d'un Napoléon ou d'un Hannibal. Ensuite, on pourrait se dire, bah, écoutez, en dessous, il a quand même des subordonnés qui peuvent être des gens de qualité. Et dans le plan qu'il a amendé par rapport aux réflexions de Schlieffen, il y a 3 armées allemandes qui jouent un rôle extrêmement important, la 1, la 2, la 3. Et là, bah, quand on analyse à nouveau les profils des 3 chefs qui vont être en charge de l'exécution de la partie la plus importante du plan, aux surprises, on se retrouve à nouveau face à des hommes âgés, malades, et pour certains, et pas des moindres, celui qui commande la première armée qui doit protéger le flanc de la manœuvre d'enveloppement de l'armée allemande, la première armée von Kluck. Von Kluck est là parce que c'est un officier d'origine du génie, et qu'on pense que donc, le plan doit passer à l'ouest de Paris et qu'on va devoir éventuellement refaire un siège de Paris comme en 1870-71. Donc on l'a nommé lui à ce poste-là. Sauf que son commandement, il ne l'exerce pas. Son commandement, il est exercé par son chef d'état-major, qui s'appelle von Kuhl, qu'on retrouvera en 1918. Et von Kuhl, le problème, c'est que c'est un brillant officier d'état-major qui a fait plusieurs exercices d'état-major avant-guerre pour explorer les pistes de ce mouvement d'enveloppement, qu'il a sa propre petite idée sur la meilleure façon de l'opérer, et que dès avant le début des combats, pour lui, c'est pas à la première armée de faire une manœuvre de protection de flanc, une manœuvre de flanquement, et de laisser la deuxième armée faire l'enveloppement de l'armée française, c'est à la première armée de faire cet enveloppement. Et donc, vu qu'il a il a plus que l'oreille, il a la maîtrise de cette armée à la place de von Kluck, il va mener lui-même les opérations à la catastrophe. Parce qu'il va faire ce qu'il veut à partir du moment où la première armée allemande va rentrer en France. À la deuxième armée, c'est pareil. On a, et à la troisième aussi, des chefs qui ne sont pas en état physique de mener les opérations. Et en plus de ça, certains ne s'entendent pas avec von Kuhl, qui pourtant va être obligé de se tenir en permanence en croisement d'informations avec eux pour mener l'opération. En plus de ça, l'armée allemande ne bénéficie pas d'un service de transmission efficace. Donc pendant tout le déroulé de l'invasion de la France jusqu'au bord de la Marne, on a d'énormes problèmes de communication entre les armées elles-mêmes, mais surtout entre les armées, et notamment la première et la deuxième, vers le QG où se trouve von Moltke le Jeune, à Luxembourg. Alors il y a 2 raisons. Il y a les raisons structurelles au service des transmissions de l'armée allemande, puis il y a un autre phénomène que les Allemands n'avaient pas pris en compte, c'est la puissance de l'émetteur de la Tour Eiffel qui brouille leur communication. Alors que pendant ce temps-là, nos communications avec Saint-Pétersbourg sont maintenues pour coordonner nos actions avec celles de l'armée tsariste. Donc quand la bataille de la Marne va arriver, effectivement, on peut dire, bah oui, l'armée française a dû reculer, elle a cédé de la profondeur stratégique, permettant de récupérer des forces pour les ramener depuis le front de Lorraine sur le front de la Marne. Mais quand la bataille de la Marne commence, elle est déjà perdue par la façon dont les choses se sont organisées par l'armée allemande. Elle n'a aucune chance d'aboutir. Et le seul moyen que va essayer de trouver von Moltke pour le rétablir, c'est d'utiliser, comme le faisait au même moment Joffre, des missi dominici, en les envoyant en voiture depuis Luxembourg jusqu'à la Ferté-Milon pour donner des instructions.
Alors on pourrait se dire, c'est pas compliqué, il rédige un mémorandum, il signe, il le donne au missi dominici, ils arrivent et ils font exécuter les ordres. Non. Il va donner en plus ses instructions à d'autres officiers d'état-major, à ceux qui appartiennent à la section opération. Celui qui choisit, c'est parfait, il s'appelle Enscht. Vous voyez les routes de l'époque, hein. Bon pavé, hein, comme à la tranchée d'Arenberg. Et ben, ce brave homme, il va faire plus de 200 km en voiture alors qu'il souffre de colique néphrétique. Et il va devoir arriver, et lui, Enscht, il ne s'entend pas personnellement avec Van Kuhl depuis l'année d'avant, parce qu'ils se reprochent mutuellement d'avoir pris la place de l'autre. Quand Enscht va arriver en donnant des ordres, il n'a aucun support papier. On lui a juste dit, voilà, plein pouvoir, Volmart, et vous donnez vos instructions, on vous obéira. Sauf que quand il arrive à la Ferté-Milon pour essayer de modifier le plan complètement fou qui est en train de monter Van Kuhl, d'une part, ne l'écoute pas, et ensuite, il ne lui fait pas de rapport de situation qui soit vrai. Il lui ment sur ce qui est en train de se passer sur le front de l'Ourcq. Donc ça, c'est la gestion allemande de la bataille de la Marne. La gestion française, c'est Joffre, qui téléphone 2 fois par jour à tous ses chefs d'armée, qui envoie des missi dominici, mais avec des ordres écrits si c'est nécessaire, qui a embauché le champion automobile de 1912 pour conduire sa propre voiture, pour aller le plus vite possible au front, si c'est nécessaire, pour dire à un tel ou à un tel, et c'est ce qu'il fera avec Lanrezac, hein, c'est l'épisode de la bataille de Guise, où il arrive, où Lanrezac lui dit bah, « donnez-moi des ordres écrits », parce que Lanrezac ose tenir tête à Joffre, il faut le faire quand même, et Joffre dit à son secrétaire bah, « allez-y, écrivez, et puis donnez les ordres au général, et qu'il exécute le plan tout de suite ». Il n'y a aucun problème tout au long de la bataille de la Marne dans le commandement de l'armée française, ni dans ses transmissions. Alors que dans l'armée allemande, c'est un chaos sans nom. Donc il n'y a pas de miracle de la Marne. La bataille de la Marne, l'armée impériale allemande ne pouvait pas le gagner. Et ce n'est pas la supériorité de ces quelques pièces d'artillerie lourde en plus, ce n'est pas la supériorité complètement surévaluée. Parce qu'on nous dit toujours, hein, l'armée française, pantalon rouge, on y va, on va tous se faire décimer. Vous avez déjà vu un champ de blé mûr en été? Surtout sans les produits chimiques qu'on déverse depuis 100 ans dans la nature. Le pantalon rouge, on ne le voit pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Comme me l'a expliqué Jean-Pierre Vernet, la seule chose qui fait que l'infanterie française est repérée, c'est la gamelle qui est portée derrière le képi, sur le haut du casque, et qui, elle, luit au soleil. Mais les soldats, quand ils sont dans les champs, qui n'ont pas tous été moissonnés à cause justement de la mobilisation et des combats, le pantalon rouge, on le voit rarement. Et le calot rouge, on ne le voit pas non plus puisqu'il a un couvre-képi, enfin pas le calot, le képi, pardon, on ne le voit pas non plus parce qu'il a un couvre-képi qui est bleu clair. Par contre, on voit effectivement ce quart qui luit au soleil, ça d'accord. Et on dit les Français attaquaient par vagues, sans soutien, etc. Mais comment croyez-vous que les Allemands attaquaient? Exactement de la même manière. Alors oui, ils étaient habillés en vert de gris. Oui, ils avaient des couvre-casques sur leur casque à pointe pour que justement, eux, ne soient pas repérés à cause des éclats du soleil. Mais dans l'armée allemande en 1914, les tactiques de combat de l'infanterie, seuls certains chefs de corps ont enseigné des techniques dites de dessin de tirailleurs où on envoie les unités de manière beaucoup plus éparpillée pour éviter d'être complètement disloqués par les feux de l'artillerie ou des mitrailleuses. Mais la majorité des soldats allemands attaquent comme nous. Il n'y a pas de grande différence, et c'est pour ça que leurs pertes sont au même niveau que celles de l'armée française. Il n'y a pas 2 fois plus de pertes dans l'armée française que dans l'armée allemande. Si l'armée allemande avait eu cette supériorité tant vantée pendant tant d'années, leurs pertes auraient été moindres et leur succès aurait été au rendez-vous. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Et surtout quand on s'intéresse, comme c'est mon cas, à l'évolution de l'art de la guerre, où à partir de 1850, 1860, avec la guerre de sécession, on voit disparaître peu à peu le champ de bataille unique dans un espace, hein, un peu comme le théâtre classique, hein, unité de temps, de lieu, etc. Ça se disloque à partir de la guerre de sécession. Les batailles sont sur des fronts de plus en plus importants.
À Mukden, pendant la guerre russo-japonaise, on est déjà sur 160 km pour une bataille. Donc tout ça a volé en éclats. Donc la manière de commander les armées a changé. Et force est de constater que le 12 septembre 1914 au soir, quand la bataille de la Marne se termine, ceux qui maîtrisent le mieux les nouvelles méthodes de commandement, de communication et de contrôle de leurs unités, ben c'est les Français, c'est Joffre, c'est son état-major. Alors oui, vous me direz tactiquement, bah oui, ça ne change rien, il y a toujours des centaines de tués pour prendre un village. Bien sûr, mais c'est la même chose pour les Allemands. Il n'y a pas de différence. La différence, elle se situe à l'échelle du dessus. Et à l'échelle du dessus, bah, les Allemands, ils n'ont pas l'ascendance sur nous. Et donc, quand on arrive à 1900... Alors bon, la guerre change de forme à la fin de la course à la mer, fin 14. Donc on reste sur les tranchées, tout le monde va chercher pendant 3 ans comment percer le front. Et là, les Allemands, ils vont recommettre un impair. C'est qu'ils vont trouver une méthode tactique pour percer le front. Ils vont trouver un moyen sur... alors le front, c'est une zone de 10 km de profondeur à peu près, avec 3 lignes. Une ligne de poste avancée, une ligne de résistance principale et puis une ligne de recueil. Alors les Allemands, avec l'usage de l'artillerie tel qu'il a été conceptualisé par leurs officiers et puis les troupes d'assaut, ils vont trouver une méthode pour ouvrir une brèche dans cette ligne et aller plus loin. C'est vrai, c'est les premiers qui ont été capables de faire ça. Mais les premiers simultanément avec les Britanniques. Les Britanniques, en novembre 1917 à Cambrai, eux, ils vont faire la même chose, mais ils vont ajouter un ingrédient majeur à cette recette tactique pour passer cette ligne de défense, c'est les chars, auxquels les Allemands ne croiront pas. Et puis même s'ils y avaient cru, en 1917, c'est trop tard. La Royal Navy a donné tout ce qu'elle pouvait. Les matières premières pour faire des chars, l'Allemagne, elle n'en a pas. Déjà qu'elle n'a plus quasiment de quoi faire, enfin de quoi nourrir sa population, donc faire des chars, c'est pas possible. Et en plus de ça, vu que les Allemands réussissent une contre-attaque à Cambrai, dans la tête de Ludendorff, ils vont se dire, bah non, nous avec les troupes d'assaut et l'artillerie et l'aviation, ça suffit, il n'y a pas besoin des chars, on l'a démontré à Cambrai. Et il va s'arrêter là-dessus. Ils ont eu aussi un même succès avec ces méthodes-là en Italie à Caporetto, à Riga, sur le front russe, tout à la fin, enfin sur le dernier trimestre de 1917. Donc ils sont très confiants dans le fait que ça suffira sur le front occidental quand il va être question d'attaquer au printemps 1918. Le problème, c'est que dans n'importe quel combat, si vous décidez d'attaquer quelque part, c'est pas tout de savoir comment vous allez enfin percer cette ligne. Mais c'est quoi les objectifs une fois que vous avez percé cette ligne? Et là, chez les Allemands, il y a un trou conceptuel, monumental. Et surtout chez Ludendorff. Ludendorff, comme l'a écrit un historien récent, son niveau intellectuel, il n'a pas dépassé le niveau du colonel d'infanterie. Donc effectivement, pour lui, quand même d'ailleurs, il y a de nombreuses conférences à l'hiver 1918, on retrouve Von Kuhl, qui est chef d'état-major maintenant d'une autre armée. Il y a d'autres grands généraux comme le prince héritier de Bavière, qui est probablement le plus grand général allemand de la Grande Guerre, qui disent mais c'est bien, on va percer le front britannique, mais on fait quoi après? On va où? C'est quoi notre objectif? Il n'est même pas capable, Ludendorff, de désigner Amiens comme étant l'objectif de l'offensive, parce que c'est l'un des 2 principaux nœuds ferroviaires indispensables à l'armée britannique. La réflexion qu'il fait quand ces officiers-là l'interrogent, c'est de dire, écoutez, quand on faisait ça, parce qu'il commandait, je le rappelle, sur le front russe de 14 au milieu de l'été 1916, il dit, mais sur le front de l'Est, ça marchait comme ça. On perçait la ligne et puis on voyait après. On voyait après. Enfin, oui, c'est le niveau d'un colonel, d'un régiment d'infanterie qui commande un bon millier d'hommes auquel on demande de faire un trou dans un front de 5 km de large. C'est pas la réflexion d'un officier qui est premier quartier-maître général du grand état-major impérial, qui est censé être le numéro 2 du régime, puisque depuis 1916 qu'ils sont arrivés avec Hindenburg à la tête du grand état-major, on sait qu'ils dirigent l'Allemagne à la place des politiques, c'est pas un secret. Donc voilà la réflexion qui est posée
en préalable aux offensives de 1918. Et donc ça, c'est le préalable de la première, hein, l'opération Michael pour percer le front britannique. Quand il faudra recommencer dans l'opération Georgette le 9 avril, c'est pareil, sur la Lys, on en parlait tout à l'heure avec le corps expéditionnaire portugais, il ne va même pas être capable de désigner Hasbrouck comme étant la cible de l'offensive Georgette. Alors qu'Hasbrouck, c'est le second, nœud ferroviaire le plus important pour les forces britanniques, où il aurait pu réaliser une espèce de mini Dunkerque s'il avait mis en place les choses correctement. Et là où c'est encore pire, c'est que quand les opérations commencent, et qu'elles commencent à avoir les premiers résultats, au lieu de se tenir même à ces objectifs qui sont insignifiants, on perce, on va tout droit, il dévie les armées allemandes sous son contrôle. C'est-à-dire qu'Hasbrouck aurait très bien pu tomber entre les mains des Allemands, mais non. Ah, on est attiré par les monts des Flandres, hein, Mont Decca, Mont Kemmel, etc. On va attaquer de ce côté-là, on va se dévier de l'objectif initial, en plein milieu de l'opération. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de fil conducteur, et donc, une fois encore, comme l'écrira von Hutier, qui est le général emblématique des méthodes tactiques dont j'ai parlé, l'armée allemande, son jour de deuil, c'est pas le 8 août 1918. L'armée allemande, elle n'a pas perdu la guerre le 18 juillet 1918, quand il y a eu la contre-offensive sur la Marne pour réduire le saillant de la Marne. Von Hutier, il dit « Nous avons perdu la guerre », il l'écrit dans son journal, le 23 mars 1918. Parce que les officiers allemands savaient qu'ils n'avaient les moyens humains et matériels pour mener une grande offensive, et d'après leurs estimations, ils n'avaient les moyens de n'en mener qu'une seule d'envergure. Après, ils étaient à court de moyens pour avoir l'ascendant sur les Alliés. Et la gestion qu'il y a en face, entre Pétain, puis Foch et Pétain, de nos réserves, la façon dont on a organisé notre aviation, nos réserves mobiles de blindés, etc., une fois encore, l'armée française est au-dessus de son adversaire. Et bien évidemment, ce qui se passe à partir du 18 juillet le démontre, hein, puis même le 15 juillet, quand les Allemands lancent leur dernière offensive, le Friedensturm, les Français les attendent, hein, pour une fois, là, tout le monde va obéir aux instructions défensives de Pétain, personne n'occupe les avant-postes pour ne pas se faire détruire par l'artillerie, pour ne pas avoir des pertes inutiles, les Allemands avancent, ils prennent un contre-barrage, ils ont des centaines de milliers de pertes, et la messe est dite. Et la messe est dite. Parce que même au niveau tactique, beaucoup de gens sont là, les Sturmtruppen, les Stosstruppen, c'est vraiment merveilleux, etc. Mais ce sont des unités rares et chères. Et à la fin du mois d'avril 1918, il ne reste quasiment plus rien de celles qui ont été engagées en mars. Et donc on assiste à des assauts d'unités qui ont le label de troupes d'assaut ou de troupes de choc, mais qui s'opèrent, les Britanniques et les Français le disent, on les a vus arriver, avançant, épaule contre épaule. En 1918, épaule contre épaule, autant dire les méthodes de 14. Face au feu des mitrailleuses françaises et britanniques, ces gens-là ont duré 10 minutes. Donc, je n'ai pas fouillé les biais intellectuels des historiens des années 20 et 30 pour parler de la supériorité de l'armée allemande, du miracle de la Marne. Mais quand on étudie les faits, on se rend compte que tout ça, c'est des vues de l'esprit. Enfin voilà, l'armée allemande, pendant la Première Guerre mondiale, alors oui, sur des moments, ça fait quelque chose, mais on ne gagne pas une guerre comme ça. On ne fait pas basculer le cours d'une guerre de cette manière-là. Alors que les Français et les Britanniques ont, eux, su monter les choses correctement, et au niveau tactique, et au niveau opérationnel, qui est en train d'être, qui est balbutiant, et au niveau stratégique. Parce que c'est pareil, les Allemands en 1918, en mars, quand ils lancent leur offensive, ils n'ont aucun but stratégique. Ils disent on va crever le front britannique, séparer les Français des Anglais, et ça va contraindre les Alliés à demander une paix dans laquelle on gardera ce qu'on a conquis. Non, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Enfin, je veux dire, quels objectifs de terrain tu vas tenir pour dire à la date des négociations que tu peux te permettre. Enfin, on pourrait dire que c'est presque des élucubrations, tellement c'est étrange, tellement c'est simpliste. Et pourtant, c'est ça qui a été prévu par Ludendorff.
Par contre, les Allemands, eux, à travers Delbrück, hein, dès les années 20, ils ont détruit le modèle de Ludendorff. Eux, ils ont été capables de le faire, mais ça n'a pas traversé, il n'y a pas eu de porosité vers la France pour qu'on soit capable de reconnaître nos propres valeurs et notre propre avance sur eux. Alors, je ne sais pas s'il restait beaucoup de temps, si un petit peu, avant qu'on passe aux questions-réponses. Quand ensuite on prend, parce que ce mythe, puisqu'il naît de ce côté-ci du Rhin dans les années 20, bien évidemment, il va avoir des conséquences une fois la campagne de France de 1940 qui se sera jouée, parce qu'on va nous refaire à peu près le même cinéma. Alors là, ce sera plus facile, parce qu'effectivement, la France a été obligée de demander l'armistice, le Blitzkrieg, tout le monde ne jure que par ça, mais une fois encore, le Blitzkrieg, c'est un pis-aller. C'est quelque chose qui, effectivement, peut venir à bout de la Tchécoslovaquie, qui peut venir à bout de la Pologne, qui peut venir à bout de la France avec des élites pas forcément très malheureuses de voir arriver les nazis. Hein, plutôt Hitler que le Front populaire. Mais par contre, le Blitzkrieg, quand il va affronter l'immensité soviétique et qu'il va affronter l'armée rouge, même décimée au niveau de ses officiers par Staline, il va affronter des gens, notamment des gens comme Zhukov, qui font partie des rares survivants des purges. Il va affronter des gens qui, eux, entre 1920 et 1940, ont réfléchi sur ce qui s'était passé pendant la Grande Guerre, ont conceptualisé l'art opératif. Cette fois-ci, on n'est plus dans les balbutiements, hein, on n'est plus dans des approches proto-opératives pendant la guerre de sécession ou pendant la Grande Guerre. Là, on a des intellectuels, des officiers soviétiques qui réfléchissent, qui couchent sur le papier une doctrine. Elle a ses failles, mais ils couchent sur le papier une doctrine sur l'art opératif et la bataille en profondeur. Alors malheureusement pour eux, en 1940 contre la Finlande ou en 1941 contre les Allemands, vu que tous les penseurs et tous les officiers qui avaient été formés dans tout ça ont malheureusement, pour la majorité d'entre eux, fini sous les balles des pelotons d'exécution du NKVD en 1937, ça crée une faiblesse, mais une faiblesse qui va être momentanée. Ça va durer 2 ans, ça va coûter des millions de soldats aux soviétiques, mais à partir de la fin 1943, quand l'armée rouge est à nouveau dirigée par des gens comme Zhukov, comme Rokossovski, comme Konev, ou comme Vatutin, qui n'a pas encore été assassiné par les nationalistes ukrainiens, que certains appellent des résistants, là, l'armée allemande, elle n'est plus du tout capable de faire face. Et les 2 dernières années de la guerre sont une véritable démonstration de ce qu'est l'art opérationnel, ou l'art opératif, hein, vous l'appelez comme vous voulez, que seuls les soviétiques ont été capables de théoriser. Et ensuite d'appliquer, avec bien évidemment des fois des erreurs, hein, ils les corrigeront, etc. Et pour mémoire, pour conclure, les seuls occidentaux qui se sont intéressés à l'art opérationnel ou l'art opératif, c'est l'US Army, mais à la fin des années 80. Il a fallu 50 ans pour que la porosité s'effectue au niveau de la pensée dans l'art de la guerre. Voilà. Donc au XXe siècle, l'armée allemande, c'est une armée qui a effectivement une grande suprématie, un grand savoir-faire tactique. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut considérer qu'une camp group, c'est ce qu'il y a de mieux comme modèle d'opération, d'opérabilité interarmes pour une unité tactique. Hein. C'est vrai que là-dessus, ils ont une maîtrise avec une réactivité des sous-officiers, des officiers subalternes et supérieurs. Ils sont probablement les maîtres. Mais ça ne dépasse pas ce cadre-là. Ça ne va pas plus loin. D'où leurs échecs. Voilà. Je vais commencer avec la question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du traité de Versailles, de ce qu'on en dit aujourd'hui par rapport au fait que ça a été vécu comme une injustice par les Allemands à l'époque? Alors, le traité de Versailles, effectivement, il comporte, je ne vais pas être contre Bainville, bien évidemment que le traité de Versailles comporte des choses qui sont absolument insupportables pour les Allemands, c'est évident. La problématique pour moi, c'est pas le traité de Versailles, c'est d'avoir signé l'armistice le 11 novembre, pour justifier les demandes
qui seront celles de la France dans le traité, mais sans avoir justement imposé par l'outil militaire le moyen de les exiger avec légitimité. C'est cette articulation-là qui pose problème. Parce qu'effectivement, demander à un pays dont les frontières sont restées inviolées de concéder des territoires, d'abandonner une partie de son armée, ça peut complètement paraître illégitime. Et c'est pour ça qu'il n'aurait jamais fallu signer l'armistice le 11 novembre et on aurait dû demain célébrer l'offensive sur le Rhin, voilà, l'offensive de Castelnau sur le Rhin, l'offensive de Franchet-des-Prés sur Vienne. Et si ces choses-là avaient pu avoir lieu, si les politiques français n'avaient pas écouté les sirènes, ou pas seulement les sirènes, mais aussi les pressions des anglo-saxons, hein, de Wilson et de Lloyd George, on aurait probablement pu légitimement demander ces réparations-là sans que les Allemands puissent nous opposer quelque chose. C'est Clémenceau qui voulait aller à Berlin? Ah non, Clémenceau ne voulait pas aller à Berlin. C'est pas les Anglais qui ont... Les Anglais déjà, enfin, c'est même plus que les Anglais, parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est les Américains qui ont déjà la main. Pour moi, c'est Wilson qui a déjà la main. Hein, c'est déjà les prémices de ce qu'on vivra 25 ans plus tard. Les Américains, ils ne sont pas venus en Europe se battre juste pour la liberté. Hein. Ils ne sont pas venus parce qu'on a coulé des bateaux. Non. Ils sont venus parce qu'il y avait d'énormes sommes qui avaient été prêtées par la JP Morgan, la Chase Manhattan Bank, etc., aux Français et aux Britanniques, et qu'il fallait s'assurer que le remboursement soit possible. Donc quand ils ont vu qu'il y avait peut-être un problème sur la victoire française et britannique, ils se sont dit on va aller leur filer un coup de main pour être sûr que ça se termine dans le bon camp et que les remboursements s'effectuent correctement. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc le problème, c'est ça, c'est que Wilson, quand on voit comment les politiques en Allemagne, et même d'abord Ludendorff lui-même, réagit à partir d'octobre, c'est aux propositions de Wilson qui répond, c'est pas aux propositions françaises ou même britanniques. C'est les Américains qui donnent leurs fameux 14 points, et c'est à partir de là qu'on va commencer à discuter. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réflexion où le principal levier de la victoire, qui est la France en tant que nation avec son armée, qui doit imposer les choses. C'est le dernier venu, qui n'est même pas notre allié d'ailleurs d'un point de vue officiel, mais qui est associé à la cause alliée, hein, il ne faut pas l'oublier, ce petit détail en dit long, qui vient dire, ben voilà, c'est les 14 points de Wilson qui servent de base de négociation. Ah bon, déjà, c'est déjà les Nord-Américains qui vont faire la loi. Et donc tout va se faire autour de ça. Et les Allemands ne veulent répondre qu'à ça au départ. Le fait de l'abdication du Kaiser, de la proclamation d'un régime démocratique, etc., ce sont des réponses aux points des Américains, pas des Français. Et c'est là qu'il y a une faiblesse du côté français au niveau du politique, parce qu'on ne comprend pas pourquoi... alors bien évidemment, Clémenceau dira, moi dès qu'on m'a donné l'occasion de ne plus faire couler une seule goutte de sang français après autant de sacrifices, j'ai tout de suite signé. Bon, oui, d'accord, mais enfin, combien de gouttes de sang français maintenant pour combien d'années de paix plus tard? Pour une paix qui soit, on ne va pas dire juste, mais qui soit légitime. C'est le mot que moi j'emploierais. Et il aurait fallu que cette double offensive du 13 novembre ait lieu pour que nos revendications soient légitimes. Après, l'autre aspect que tout le monde oublie, c'est ce que l'armée allemande a fait ici en partant. Hein, c'est-à-dire que, alors il y a deux phases. Il y a la première phase, c'est l'opération Alberich en mars 1917, quand les Allemands veulent réduire le saillant dans la Somme et se retrancher derrière la ligne Hindenburg. Ils vont dévaster tout. Ils vont scier les arbres fruitiers, ils vont empoisonner les rivières, ils vont empoisonner les puits, ils vont mettre des mines dans les villes et les villages français, ils vont raser tous les clochers d'église, tous les points hauts où il y a un château avec même un vieux donjon du Moyen-Âge, ils vont tout faire sauter pour que les Français et les Britanniques ne puissent pas se lancer à leur poursuite facilement. Ça, c'est l'expérience de mars 17. En 1918, quand commencent les grands coups de boutoir dirigés par Foch le 18 juillet, les Allemands ils vont partir, ils vont se replier de la même manière. Ils vont pratiquer une politique entre guillemets de la terre brûlée. Tout ce qu'ils peuvent détruire, ils le détruisent.
Donc quand, à la table de négociation à Versailles, Clémenceau il dit « je veux tant de millions de dédommagements », c'est pas une vue de l'esprit. Quand on voit les dédommagements demandés par l'Allemagne en 1871 à la France en paiement de je ne sais plus combien de millions de francs or, mais il n'y avait pas une once du territoire allemand qui avait été envahi à l'époque et il n'y avait pas eu de destruction. Pourquoi il aurait fallu qu'on les paye? Bon, on l'a fait, en plus très rapidement, hein, en moins de 10 ans c'était réglé. Mais là, les Allemands en 1918, quand ils sont partis, ils avaient tout détruit sur leur passage. Tout ce qu'ils avaient pu, moyennant des explosifs à disposition, ils ont tout fait sauter. Allez voir Coucy-le-Château, hein, c'est le plus bel exemple. C'était le plus beau château fort, le plus vieux donjon médiéval d'Europe de l'Ouest. Ils l'ont dynamité intégralement. C'est un des meilleurs exemples de leur politique. Donc les réparations en numéraire, Clémenceau, il ne peut pas qualifier ça de caprice ou ce genre de choses. Hein. Parce que derrière la reconstruction, il a fallu l'effectuer en argent sonnant et trébuchant. C'est une question qui dépasse un petit peu le cadre du sujet, mais vous avez assez bien démontré que finalement l'état-major français pendant la Première Guerre mondiale n'était pas si incompétent qu'on veut bien le dire. Oui. Est-ce que, en l'occurrence, vous concédez sur le fait que l'état-major de la Seconde Guerre mondiale l'était un petit peu plus Ah oui, bah oui, on a vécu une descente aux enfers pendant 20 ans, entre 1919 et 1939, oui, c'est indéniable. Comment vous l'expliquez? Parce que Weygand, qui était quand même général de la Seconde Guerre mondiale, était déjà là dans la Première Guerre mondiale, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une nouvelle génération de généraux? Alors, moi je serais, j'utiliserais un exemple d'abord visuel, et qui va dans le sens de la génération. En 1934 ou 1935, le maréchal Toukhatchevski vient d'Union soviétique en France. Il est accueilli au Bourget. Toukhatchevski, c'est le grand général de la guerre civile, hein, et c'est un des porteurs des idées qui mènent à la réflexion sur l'art opératif. Et quand il est accueilli à sa descente d'avion au Bourget, bah, ses interlocuteurs ont tous 20 ans de plus que lui. Lui, il a tout juste 40 ans, il est dans la force de l'âge. Il a à peu près le même âge, si mes souvenirs sont bons, que le général de Gaulle, dont il a partagé d'ailleurs une partie de la captivité en Allemagne en 1917. C'est assez remarquable, on ne sait pas s'ils se sont parlé, on ne sait pas s'ils ont échangé, mais en tout cas ils étaient dans la même forteresse tous les deux. Mais pour moi c'est d'abord une question de génération, c'est-à-dire que comme ça arrive dans beaucoup d'armées dans l'histoire, on sort de la guerre, on est effectivement vainqueur, hein, l'armée française est vainqueur, hein, je vous invite là à lire le livre de Michel Goya là-dessus. Les méthodes employées par l'armée française sont les plus avancées, l'industrie française sert cette stratégie, donc pas de problème. Mais comme beaucoup d'autres peuples avant, on s'endort sur nos lauriers. Y compris Pétain? Ah oui, bien sûr. Enfin, il n'y en a pas un qui est là, une fois encore, la preuve à travers le destin de Gaulle. N'imagine pas qu'il soit le seul, hein, simplement c'est le seul qui a surgi de l'histoire. Le frère, va falloir le crever dans le blanc de l'œil, hein, et qu'il va y avoir à nouveau ce corps à corps qui va se mettre en œuvre entre les combattants avec des armes archaïques, proto-archaïques, puisqu'on reconstitue des matraques, des massues, on cherche des couteaux de boucher pour pouvoir se planter, etc. Et donc, il y a un nouveau courage. Alors oui, il n'a plus le même visage que celui d'Achille, mais c'est un nouveau courage quand même. C'est pas parce que les machines vous ont fait perdre les 3/4 de vos camarades jusqu'à ce que vous soyez dans la tranchée adverse avec l'autre, qu'une fois que vous êtes dans la tranchée adverse, vous revenez pas à cette forme de courage, je dirais, primitif, où il va falloir régler ça en se regardant les yeux dans les yeux. La chevalerie, enfin le côté chevaleresque de tout ça, oui, là, on connaît il y a certains moments où on fait de la chevalerie, mais enfin, en efficacité militaire, ça n'a jamais été intéressant. Et puis les piétons l'ont bien fait comprendre, enfin les piétons britanniques l'ont bien fait comprendre aux chevaliers français depuis Azincourt, c'était il y a 600 ans passés, donc je ne pense pas que ce soit ça qui est en jeu. Il y a un changement, effectivement, du niveau de courage qu'il faut attendre d'un individu face aux machines, mais ce n'est pas la disparition du courage, c'en est un autre. Pour moi, Junger en a donné déjà une belle approche de définition. Elle est encore à écrire, définitivement, mais je pense qu'elle continue. Je crois que monsieur parlait de notre époque et pas de 1918.
pour vous, monsieur, je pense que la Première Guerre mondiale, il y avait encore du courage. Vous parliez plutôt des combats modernes avec les drones, etc. Oui, mais il y a un préalable qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que toute technologie va ramener toujours au point essentiel, et les confrontations au Moyen-Orient sont là pour le prouver. Tous les arsenals technologiques ne peuvent s'affranchir d'une chose, l'occupation finale du terrain par des fantassins. Il faudra toujours un fantassin sur le terrain pour occuper le terrain qui aura été conquis, entre guillemets, par les moyens technologiques. Et les moyens technologiques, il y a toujours des combattants ennemis qui leur échappent. Toujours. Ça, pour moi, il ne faut pas justement, comme ont pu le faire une partie de l'armée américaine pendant un temps, comme Tsahal a pu le faire pendant un temps. Tsahal a eu une grosse déconvenue avec ça en 2006 au Liban. Tsahal avait l'ascendant technologique, mais alors absolu sur le Hezbollah. Mais qui a mis par terre l'avance israélienne? Le Hezbollah. Parce qu'il y a beau y avoir tous les drones, toutes les surveillances, tous les moyens, tous les missiles, tout ce qu'on veut, à la fin, il a fallu que des soldats israéliens viennent dans les bunkers du Hezbollah, viennent dans les galeries des mecs du Hezbollah pour les tuer. Et là, il y a égalisation d'un seul coup du rapport de force. Et il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça. Donc, il y aura donc du coup le courage, la nouvelle forme de courage née dans les tranchées qui continuera je dirais, d'évoluer, entre guillemets, de se modifier vers ce niveau-là. Mais on n'y échappera jamais. On n'aura jamais une machine absolue qui réduit à néant les défenses et surtout les défenseurs adverses pour qu'ensuite on dise c'est fini. Ou alors c'est la guerre nucléaire, mais enfin là c'est fini, quoi. Et de toutes les manières, quand on mène une guerre injuste comme ce genre de cas, on crée plus d'ennemis. Puisque naturellement, oui, après, oui, il y a le fait deviennent des ennemis. Oui, bien sûr. On a abusé. Oui, après il y a le problème des civils qui vont vouloir se transformer en combattants, etc. dans les guerres asymétriques. Et on tend plus vers les guerres asymétriques qu'autre chose. Donc voilà. Bon, on va devoir arrêter la conférence. On remercie Sylvain évidemment.